Salut Fred. Salut, bonjour. Bonjour, merci de me faire l'honneur de venir parmi nous et jusqu'à moi. Jusqu'à moi, parce que pour une fois, c'est pas moi qui me déplace dans tes bureaux, donc je ne verrai pas tes locaux à Montreuil où tu es bien installé. Historique. Avec Simplon. Et tu me fais le grand bonheur de venir enregistrer en studio. Alors, je vais te présenter, Fred, rapidement. Je vais commencer par une citation, si tu veux bien. Tu as dit « Je suis un Greek ». Greek. Je ne sais pas si je le prononce bien, tu m'excuses. Un Greek qui fait converger le numérique et l'impact depuis 25 ans. Alors avant que je te présente et que je raconte tout ce que tu fais, tu veux me dire deux mots sur ce Greek que tu es ? Ouais, c'est quoi cette bête bizarre ? Ouais, c'est un petit clin d'œil, c'est un geek responsable. Donc on rajoute un petit R dans le mot Greek. Et puis en plus, j'adore la Grèce, la mythologie, et donc ça m'a fait marrer de dire Greek. Et donc voilà, je suis pas que un geek. Et je suis pas que quelqu'un dans l'impact, quoi. Je suis vraiment à mi-chemin entre les deux, donc c'est un Greek. J'aime bien l'idée, je vais le réutiliser. C'était pas labellisé, je non, le pas du tout, reprends. complètement open source. Alors, pourquoi t'es Greek ? T'es d'abord le cofondateur de Simplon, et c'est à ce titre-là que t'es connu dans le milieu de l'impact aujourd'hui. Simplon, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Ça a été créé en 2013 avec deux camarades de jeu, une entreprise sociale qui forme au métier de la tech, du digital, du dev, des demandeurs d'emploi et aussi des salariés en reconversion, via des écoles en face à face, 120 écoles dans 25 pays, donc on voit un peu la densité de ton réseau, avec une priorité, c'est d'apporter de la diversité au milieu de la tech, qui en manque un peu quand même, il faut l'avouer, de lutter contre l'exclusion, contre le décrochage, d'accompagner, on l'a dit, des salariés en reconversion, des personnes en situation de handicap, des migrants, puis aussi les femmes, parce que dans le secteur de la tech, on est un peu sous-représentés quand même. Donc tu formes tous ces gens-là par des formations, on l'a dit, en face à face. Ils sont plus de 40 000 à être passés par les bancs de tes écoles, dont 40% de femmes, 50% de personnes peu ou pas diplômées. Donc voilà, pari réussi. Tu formes à l'échelle et tu formes des personnes qui en ont besoin. Et elles trouvent un boulot à la sortie. Tu en as plus de 70% qui trouvent un job dans les 6 mois qui suivent. En parallèle, parce que évidemment, ça serait un peu court. Tu présides la fondation de Simplon, The Simplon Foundation. C'est ça, ouais. On ne peut pas appeler ça fondation, alors on a In English. Et puis, tu es un peu partout où on réfléchit sur la responsabilité et l'impact dans la tech. Donc, partout où il y a des Greeks. Donc, tu vas cofonder la coalition Tech for Good. Tu vas soutenir Go Girl Tech et Gardons le lien pendant le Covid. Donc, on voit déjà non seulement que tu es un Greek, mais que tu aimes les coalitions, les partenariats. Et on va y revenir juste après. Tu as été un temps administrateur de Label Emmaüs. Et je renvoie les personnes qui m'écoutent à un très bel épisode enregistré avec Maud Sarda, qui préside Label Emmaüs avec brio. Et puis un temps administrateur aussi du mouvement Impact France, qui est l'espèce d'alter MEDEF qui regroupe toutes les entreprises engagées de France et de Navarre. Tu as monté une assoce, l'ICOMI, peut-être que je le prononce mal, ouais. qui a une présence en tant qu'asso humanitaire en Afrique depuis 12 ans. Et puis depuis... Tu as fait ton coming out à Noël, donc depuis quelques mois, assez récemment, tu as cofondé avec Femmes et Enfants, 5 enfants, s'il te plaît. J'en ai 4, donc je pensais être un peu au top de ceux qui ont du mal à tout concilier, mais tu vas m'expliquer. Tu as donc cofondé Join Force, toujours en anglais dans le texte, un fonds philanthropique dédié au soutien des coalitions et des acteurs d'intérêt général. Merci de trouver le temps d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. On va parler des nombreux enjeux de la tech et de l'impact. C'est pas léger, donc on va prendre le temps là-dessus. On va parler évidemment de Simplon, on va parler de Join Force. Mais avant, si tu le permets, j'aimerais bien qu'on parle de toi, qu'on fasse un petit voyage dans le temps et que tu nous racontes en quelques mots d'où ça te vient, cette flamme. Ben, je sais pas, mais en tout cas, elle a toujours été là, ça c'est sûr. Donc, je suis engagé de naissance, mais je savais pas trop à quoi j'allais diriger et canaliser cette envie d'engagement. Donc, j'ai pensé à être journaliste de guerre. J'ai été aussi militaire. Je suis passé à Saint-Cyr et dans les paras. Donc là, c'était de l'engagement au sens propre. Genre, engagez-vous qui disait. Après, j'ai pas fait carrière dans l'armée parce que ça allait pas trop vite, pas assez vite pour moi. Mais ouais, je cherche, comme tout le monde, je pense comme toi. À voir dans quoi je peux être le plus utile. Tu l'as cherché très très vite quand même, hein. Tu l'as cherché plus vite que la moyenne.
Et on sent qu'il y a un leitmotiv qui revient régulièrement, c'est la lutte contre les discriminations, le fait d'être assigné à résidence. Est-ce que cette fibre-là, tu sais dire d'où elle vient ? Non, mais c'est pas aussi sain que ça, parce qu'il y a aussi une volonté une prise de risque. Quand tu veux être journaliste de guerre, c'est pas seulement juste pour l'amour de la belle plume, de porter le fer dans la plaie, c'est aussi parce que tu as envie d'être au carton. Quand tu as envie d'être militaire, tu as un rapport à la mort qui est particulier. Ouais. Donc il y a un truc qui peut être sain, parce que c'est effectivement tourné vers les autres, par des choses qui sont plus grandes que nous, comme dirait quelqu'un d'autre. Mais voilà, il y a aussi un truc un peu malsain d'aller vite, d'être dans des trucs un peu extrémistes, un peu radicaux. Ma femme me dit souvent, t'es un radical. Elle me dit, t'es un extrémiste. Mais je dis, mais attention, je suis pas d'extrême droite et pas d'extrême... non, mais radical, voilà, radical peut-être. Ouais. T'aimes bien l'adrénaline. Ouais, c'est ça. Donc ça peut être intéressant, mais ça peut être aussi un peu malsain. Donc voilà, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup chez les entrepreneurs, ceci dit. Il paraît, que c'est un peu proche du délinquant juvénile. Il y a un papier de recherche là-dessus. Tu finis en taulle ou entrepreneur, tu choisis ta carte. Et parfois, il y en a qui font les deux, notamment un qui est assez célèbre dans le monde des télécoms. On passera élégamment dessus. L'armée t'arrête pas, tu le dis, tu as fait tes études sur des sujets de sociologie politique. Tu as déjà pas mal milité pendant tes études. Tu étais aspirant politique ou syndicaliste ou activiste. Enfin, il y avait quand même une fibre forte dès ce moment-là. Ouais, quand on a envie d'être utile et de s'engager, c'est vrai que la politique, le syndicalisme étudiant, ça attire. Après, moi, je suis fâché un peu avec la politique. Et quand j'étais étudiant, j'ai essayé les deux côtés. Et j'ai un peu du mal à choisir, à être dans un camp plutôt qu'un autre. Et le côté partisan ou militant, ça me gêne un peu. Donc j'ai fait du syndicalisme étudiant dans un truc qui était gaulliste, de gauche, à l'époque, tu vois. Genre Philippe Seguin, tu vois, des trucs comme ça. Un truc un peu bizarre. Et puis j'ai essayé des trucs aussi un peu plus alters, un peu plus radicaux, qui m'ont emmené effectivement à faire des manifs anti-G8 ou des trucs comme ça. Vous n'avez pas beaucoup d'alters chez les gaullistes, non ? Non, voilà. Et il n'y avait pas beaucoup de gaullistes chez les alters aussi. Donc voilà, moi je suis un peu un pied dans chaque camp, quoi. Mais je cherchais là encore des trucs un peu intenses. Alors, les trucs un peu intenses, tu ne vas pas les trouver dans l'armée. C'est visiblement pas assez intense pour toi. Donc, tu fais un passage éclair et tu repars. Et puis, tu te lances dans la com. Com de crise. On n'est pas si loin du même genre d'environnement, même si c'est un peu moins physique. Encore que, comme de crise et puis comme engagé très très vite. Quelques expériences et tu montes ta boîte, limite. Qu'est-ce que tu cherches là-dedans ? La com, c'est hyper puissant. Ça, j'ai découvert par hasard. Parce qu'effectivement, je retombe dans la com en sortant un peu de l'armée parce qu'ils cherchaient quelqu'un pour travailler sur un salon d'armement. Donc, c'est par ce biais-là que j'ai atterri en agence. Et en agence, je découvre la puissance de ce métier. Parce qu'en fait, c'est très, très puissant. La com, c'est un levier très important de changement. On parlait des récits. Il y a dans un monde médiatique, manier la com de manière responsable, c'est hyper puissant pour faire avancer des choses. Et très vite, je me spécialise sur deux choses. Le numérique, parce que je me connecte pour la première fois à Internet le 3 septembre 1997 à midi. Et là, je suis foudroyé parce que je me dis, putain, ce truc, c'est génial, ça y est, t'as trouvé ton truc, c'est super. Tu te souviens du jour et de l'heure ? Mais du jour et de l'heure, du Mac, j'ai été foudroyé. C'est vraiment là, ce jour-là, ma vie a changé. J'essaye de me souvenir où j'étais le 3 septembre 97. Non, mais tu te souviens bien de la première fois où tu t'es connecté à Internet ? Pas vraiment, en fait. Je me souviens de la première fois où j'ai eu un téléphone. Et c'était à peu près dans ces eaux-là. Ouais. Ah ouais, moi ça m'a marqué. Et puis la deuxième chose, c'est que j'avais commencé à bosser sur des vendeurs de yaourts, des vendeurs de voitures. Et c'est vrai que je ne m'y retrouvais pas. Donc comme il n'y avait pas trop de compétition pour prendre les budgets sur les associations, parce qu'il y avait moins d'argent, moi ça me paraissait bien. Ça réconciliait pas mal ce que j'avais à la main droite et la main gauche. Le gris qui arrive. C'est ça. Et là ça m'a pu quitter, parce qu'après c'est le point commun effectivement de tout le reste du parcours, quoi, qui n'est pas fini. Non, qui n'est pas fini, bien sûr. Le GRIC arrive, donc le numérique responsable, mais il arrive sous l'angle de la communication d'abord. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu passes de la com à l'action ? Quand tu fais de la com pour des gens qui sont engagés, ce qui était vraiment le cas moi pendant 15 ans ou 17 ans, en fait tu parles de ce que font les autres et forcément ça te donne des idées, ça te démange et à force de parler de ce que font les autres, tu te dis mais moi aussi je pourrais faire des choses. Donc il y a eu un moment où la frustration a monté très fort.
Et je suis un peu intolérant à la frustration, comme tous les délinquants juvéniles et les entrepreneurs. Et donc, il y a un moment, je tournais en rond. J'adorais ce que je faisais. Je le faisais avec passion. Mais il y a un moment, je me dis, mais j'ai envie de passer aux manettes. J'ai envie de communiquer sur ce que je fais moi. Et voilà, donc ça s'est fait doucement, mais sûrement. Et l'idée de Simplon, d'où elle t'est venue ? Elle m'est pas venue, donc c'est vraiment, là aussi c'est une belle histoire. Je donnais des cours au CELSA, dans une filière de geek, et j'ai rencontré des personnes là-bas super qui étaient meilleures que moi en numérique parce qu'ils étaient plus jeunes et plus agiles. Et quelques années après, des étudiants que j'avais eus, en fait, ils sont venus tester sur moi l'idée de Simplon. Donc ils m'ont dit, moi, toi qui es dans l'économie sociale et solidaire, qui connais les modèles économiques un peu bizarres, on a une idée, on voudrait faire un crash test avec toi. Et donc là, ils m'ont raconté Simplon, et je leur ai dit, mais comment est-ce que vous allez faire ce truc ? C'est génial, mais comment c'est possible de faire un truc comme ça gratuitement ? Avec quelle idée ils sont venus ? Comment ils l'avaient conceptualisé à ce moment-là ? Vraiment, on a tous eu la même idée en même temps. Hein. Donc c'était les bootcamps américains. Donc voilà, côte Est et côte Ouest. En 2010 aux États-Unis, tu as 2 trucs qui ne se connaissaient pas forcément qui émergent. Un qui était General Assembly et l'autre qui était le Dev Bootcamp. Et c'est en gros, tu prends des gens qui ne sont pas geeks, tu les mets en mode condition de température et pression un peu forte, et tu les formes en learning by doing, et t'en fais des geeks en quelques semaines. Et comme il y a énormément de boulot, ils trouvent du boulot et ils changent de vie. Voilà. Et c'était ça. Bon, après, c'était à l'américaine, c'était payant, c'était hyper cher. Et eux, ils avaient vu ça, ils se sont dit, mais il y a des jobs dans le numérique, il y a des gens géniaux qui n'ont rien à faire à Pôle emploi. On n'a qu'à les former, mais par contre, on va les former gratuitement. Et on va aller prendre des gens qui ne sont pas des geeks, et qui sont éloignés, des femmes, des gens de toutes les couleurs. Ils avaient vraiment cette vision. Donc, cette vision-là, ce n'était pas la mienne. Elle m'a parlé de folie, et elle a beaucoup résonné. En plus, je venais d'écrire mon bouquin sur Anonymous, donc j'étais à fond là-dessus. Et ils m'ont raconté ça, ils m'ont amené ça sur un plateau. En fait, tu venais à quel système ? À l'image des Anonymous, toute proportion gardée, parce que toi, tu venais faire de la formation, mais tu étais un peu un hacker, parce que tu l'offrais gratuitement. J'ai oublié de le dire dans l'introduction, d'ailleurs. C'est à la base, au cœur de Simplon. Les formations sont gratuites. La principale valeur ajoutée, le principal problème. On va y revenir. Ils arrivent du coup avec le concept un peu clé en main. Ouais, juste l'idée brute, tu vois, là, dans sa gang, juste la super idée. Mais là, tu te dis pas, c'est génial, mais qu'est-ce que c'est que ce machin ? Est-ce que c'est une asso ? Comment ça vit ? Tu dois trouver ça attirant, mais en même temps, comment on fait vivre un truc comme ça, quoi ? Ils avaient vraiment été bien inspirés parce que c'est vraiment ça que je sais faire, moi. C'est-à-dire, j'ai des super pouvoirs, donc il y a monter des trucs et puis trouver des financements, emboîter des choses, faire en sorte que les trucs qui n'existaient pas il y a 6 mois, tout le monde les connaît au bout de 6 mois. Donc ça, effectivement, ils s'étaient pas trompés. Et le modèle économique, j'ai assez vite posé le truc avec eux, hein, bien sûr. Et donc ça a été. Au début, je me suis dit, mais ce truc est génial, mais ça marchera jamais parce qu'il va falloir trouver des sous tout le temps pour payer à la place des apprenants. Et puis après, j'ai réfléchi 2-3 fois, on a fait 2-3 réunions, j'ai mis un doigt, un bras, l'épaule est passée, puis après, on a monté la boîte ensemble, quoi. Et je l'ai vite dirigé parce que c'était moi qui avais le plus de sous, le plus d'expérience, et donc voilà, c'est parti comme ça. Ouais. L'aventure à 3 a duré un moment parce que c'est pas évident de partir à 3, c'est beaucoup pour un démarrage. Ouais, on se connaissait pas, il y avait des gens très différents, des profils plutôt de geeks purs, qui n'avaient pas du tout entrepreneurs, un autre profil plutôt développeur, entrepreneur, donc lui il est resté un peu plus longtemps, mais effectivement les développeurs du début assez vite ils ont décroché quand ça a commencé à devenir un peu sérieux et qu'il a fallu assumer pas juste la partie tech, mais la partie entrepreneuriale. Et ta vision, toi, c'était tout de suite, dès le début, de le monter à l'échelle ? Tu vois, ça n'est intéressant que s'il y a un potentiel d'impact large. Tu vois, te parler, ça me renvoie à une discussion que j'avais eue avec Fred Mazella il n'y a pas longtemps, donc, qui est le fondateur de Blablacar. Et quand il te parle du lancement de Blablacar, il te dit moi, je n'y allais que si j'avais un potentiel et à l'international, et si je pouvais bouger les lignes. Tu raisonnes comme ça aussi dès le début ? Ouais, pareil. Et les premières slides qu'on fait sur Simplon, on va conquérir le monde, il y aura des Simplons sur Mars, il y aura des Simplons dans tous les pays du monde et tout ça. Et moi, je suis resté très accroché à ça. Et c'est ça qui a fait que mon autre cofondateur qui est resté le plus longtemps, là, Erwan, il est parti en 2017. Parce que lui, il a commencé à dire « Mais non, il faut qu'on se détende, il faut qu'on se calme, on va perdre la qualité », ce qui était super légitime, hein, attention. Hein. Mais moi, je disais « Non, on continue, on fait le Stade de France, Wembley, on fait la tournée, on ne s'arrête jamais. » Et l'adrénaline, alors. C'est ça, exactement. Après, ça a un coût, hein, tout ça, humain, tout ça, mais que je n'avais pas forcément mesuré. Mais pour moi, c'était sky is the limit, pour de vrai, quoi.
Et là-dedans, en général, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. En fait, tout est adaptable. L'important, c'est d'être aligné avec tes cofondateurs. C'est ça. Ouais. Et puis aussi avec les équipes. Et c'est vrai que la croissance, c'est l'ultra-croissance, parce qu'on doublait de taille tous les ans pendant 10 ans presque. Donc ça a effectivement eu un coût aussi humain, que je regrette un peu maintenant, mais je crois qu'il ne faut pas regretter. Ouais. C'est quoi les premières étapes ? Les premières étapes, c'est faire sortir de terre un truc où tout le monde trouvait ça génial, mais en fait, les gens étaient un peu dubitatifs. D'autant que la personne dont on parlait tout à l'heure, sans le citer, Xavier Niel, a eu la même idée en même temps et a monté l'école 42 en mettant des millions d'euros de sa poche sur la table. Fastoche. En même temps, c'est parfois plus facile d'arriver sur un marché quand il y a quelqu'un d'autre qui paye pour le faire connaître. Ah bah oui, puis là, quelqu'un comme lui qui valide le truc... c'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. Sauf qu'on n'avait pas les mêmes moyens. Voulu, Et c'est vrai qu'au début, on s'est dit, on est avec mort. Un petit bateau à côté du paquebot, mais il t'ouvre la voie. Ouais, exactement. Et puis il valide le truc et il dit que c'est une bonne idée parce que forcément, s'il y va, c'est que c'est une bonne idée. Et donc nous, on a pris la même vague que lui, pas avec les mêmes moyens, mais on a pris la même vague. Et ça a validé le fait que c'était intéressant de le faire. Comment tu te différencies de l'école 42 dès le début ? En fait, c'est assez simple parce que déjà, le modèle économique n'est pas le même, forcément. Après, la durée, la méthode de recrutement, la méthode pédagogique. Donc, nous, c'est beaucoup plus bas en termes de niveau. 42, c'est vraiment un truc assez élitiste. Et puis, de haut niveau, en fait, ça dure entre 2 et 3 ans. Ça dépend. Donc, nous, ça peut être quelques mois ou quelques années. La méthode de recrutement n'est pas la même. Nous, on est beaucoup plus inclusif. Il y a beaucoup plus de femmes. Et puis, à 42, il n'y a pas de profs. C'est-à-dire que nous, on a des profs. On fait du face-à-face pédagogique avec des profs. Pour ceux qui ne connaîtraient pas 42, et tu m'arrêtes parce que moi je vois ça de loin, mais tu as des groupes d'étudiants et tu t'es jeté dans la piscine, ils appellent ça la piscine, ça, c'est la sélection, tu apprends et tu te démerdes. Ouais, c'est ça, il y a une infrastructure qui te donne des exercices et en fait, il y a du pire... ils bossent ensemble et ils se corrigent les uns les autres. Donc, c'est une super pédagogie. À Saint-Plon, tu ne trouveras pas de gens qui critiquent l'école 42 sur l'aspect pédagogique. Après, on a tous nos différences et puis nos petits points d'accroche. Mais donc, on s'est vraiment développé en parallèle dans les mêmes pays au début. J'ai même une anecdote un peu bizarre, c'est que le premier pays on s'est implanté à l'étranger, c'était la Roumanie et 42 aussi. Et le deuxième pays, c'était l'Afrique du Sud et 42 aussi. Hasard ? Oui, complètement hasard. Et donc moi, un jour, je délire complet, un jour de fatigue, et je dis, en fait, ils nous espionnent et ils font la même chose que nous. C'est gros parano. Et là, j'envoie un mail à Xavier Niel, qui check, il est connu pour ça, il check tous ses mails, c'est lui qui répond tout le temps. Et là, il me répond dans la seconde en me disant, 1, j'ai autre chose à faire que d'être espionné. Et 2, si toi et moi, on a les mêmes idées, c'est plutôt bon signe pour toi. Et c'était génial, j'en ai bien rigolé. Ouais. Vous connaissez bien maintenant ? Non, pas du tout. Non, je suis dans son radar, mais on ne se connaît pas, on n'a jamais discuté en tête-à-tête. Mais par contre, on se connaît bien. Je connais bien les différentes directeurs ou directrices qui ont été à 42, notamment Sophie qui dirige 42 maintenant. Donc, on a des collaborations dans des pays, au Maroc et tout ça. Donc, on se connaît bien, carrément. Mais on s'apprécie. Tu le disais, hyper-croissance. Vous avez des actionnaires d'origine qui vont rester longtemps, puis vous allez lever beaucoup, une vingtaine de millions. C'est ça. Ouais. Ce qui est pour une association, enfin pas une association, excuse-moi, pour une entreprise, mais une entreprise de l'économie solidaire, et pas si fréquent. Non. Tu veux nous parler de cette période-là ? Qu'est-ce que ça veut dire de lever des fonds et des fonds considérables quand on fait partie de l'économie solidaire ? C'est vrai que le monde des startups et du private equity, en fait, c'est connu de la part des gens. Tout le monde entend des levées, des licornes, des machins. Et en fait, il est possible de faire la même chose dans l'économie sociale et solidaire. Mais par contre, les critères de sélection, les types d'investisseurs et ce sur quoi tu es jugé, c'est pas du tout la même chose. Donc, il y a un monde d'investisseurs à impact très particulier qui gère l'épargne salariale des salariés des grands groupes, par exemple. Il y a une espèce de manne d'argent qui est disponible uniquement pour les entreprises sociales comme Saint-Plon, mais il y en a d'autres. Et donc, ces investisseurs-là, ils sont là pour l'impact. Ils ne sont pas là pour faire la culbute et faire des TRI ou des je ne sais pas quoi. Et ils sont là, effectivement, pour investir l'argent de la solidarité, soit des salariés, soit des souscripteurs, et pour vraiment faire passer à l'échelle des projets à impact. Donc, c'est une autre planète. C'est pas du tout les mêmes valorisations, c'est pas du tout les mêmes term sheets et les mêmes manières de lever. Et donc, nous, voilà, on voulait absolument avoir que ces gens-là autour de la table. Et c'est la seule façon d'investir et de gérer de l'hypercroissance. Parce que l'hypercroissance, ça coûte de l'argent. Et ça, pour le coup, c'est une vraie vision qui est en fait déterminante. Parce que tu aurais eu des investisseurs classiques, tu aurais été craché depuis belle lurette. Complètement. Et j'aurais été une ONG, j'aurais jamais pu me développer parce que j'aurais jamais eu de fonds propres. Complètement. Tout à fait. Et ça, on l'a eu dès le début, cette vision-là. Ça, pour le coup, ça, c'était très clair. On voulait être le mariage de la carpe et du lapin entre une start-up, mais à vocation sociale et avec un ADN économie sociale et solidaire.
Ce qu'on est toujours d'ailleurs. Pour ma curiosité, tu as fait des petits sur ce chemin-là. Il y a d'autres. Qui est-ce que tu vois dans l'économie sociale et solidaire qui a la même trajectoire avec ce type de fonds? Nous, déjà, on a emprunté les épaules des géants. Hein. Il y avait quelques prédécesseurs. Il y avait des gens comme Hello Asso, par exemple, bien sûr. ou Microdon. Ouais. Voilà, ça, c'est des pionniers. Voilà. Et après, il y a eu Phoenix, il y a eu après Too Good To Go. Enfin, il y en a eu pas mal. Hein. Donc, effectivement, c'était un peu new à l'époque. Mais en fait, on avait déjà des prédécesseurs et puis on a eu des successeurs. Et puis là, en ce moment, il y a l'envie, il y a plein de gens qui sont sur des modèles hybrides comme ça et qui lèvent des fonds. Ouais. Super. Super. Je voulais m'y arrêter 2 minutes parce que tu vois, dans les gens qui nous écoutent, il y a quand même beaucoup de personnes qui font partie du monde associatif. Et Dieu seul sait qu'ils sont en panne d'argent et en recherche de modèles un peu partout. Donc c'est intéressant de voir ton modèle. Quelques questions sur Simplon, si tu veux bien. Une des choses qui me frappe, c'est la réussite que tu as sur tes indicateurs extra-financiers, c'est-à-dire l'importance que tu as mis à aller chercher des publics, ce qu'on appelle les publics de diversité. Je l'ai cité dans l'introduction. Qu'est-ce que ça veut dire de différent dans la façon dont tu gères ton activité, à la fois pour aller se faire connaître, pour maintenir ces ambitions-là, parce que peut-être qu'à certains moments, ça faiblit. Tu vois, qu'est-ce que ça engendre? Ouais, c'est vraiment central. Hein. C'est-à-dire que nous, on croyait au début, un peu naïvement, qu'on allait faire une super formation et puis que les gens, ils allaient se jeter sur la formation en disant c'est génial, c'est gratuit. Pas du tout. En fait, vraiment, notre premier métier, c'est aller sourcer ces gens-là, les convaincre qu'ils sont capables de faire Simplon, et alors qu'ils te disent le contraire, en disant mais non, c'est pas pour moi, j'étais nul en maths à l'école, l'informatique, c'est pas pour les filles, c'est pas pour les gens pas diplômés. Donc là, il y a un gros travail de sourcing. À Simplon, il y a des gens qui font que ça. Donc ça, c'est déjà énorme. Et puis après, une fois que tu as embarqué ces gens-là et que tu les as convaincus, en fait, il faut pas qu'ils décrochent. Il faut qu'ils restent, voilà. Et puis surtout, il faut que tu les présentes aux entreprises alors qu'ils n'ont pas le portrait robot classique du geek et que tu leur dises, si, bien sûr, ils ont les compétences et tout ça. Et tout ça, la difficulté, c'est que les gens qui nous payent, donc, je sais pas, France Travail, les régions, les OPCO, les entreprises, en fait, elles payent le même prix que tu formes un bac plus 15 ou un bac moins 15. C'est-à-dire que tout le travail de sourcing, d'accompagnement, et s'il y a un handicap, et s'il y a des cours de français pour un réfugié, etc., tu ne peux pas le répercuter en fait, dans le prix. Je comprends. Donc en fait, ça t'oblige à avoir un modèle économique qui est beaucoup plus hybride. Et en fait, ça coûte beaucoup plus cher de former ces publics-là que si tu prends un bac plus 15 qui sort et qui démonte des ordinateurs depuis qu'il est petit, quoi. Et donc, c'est très, très lourd de conséquences, ce choix-là. Et comment tu le boucles, ton modèle économique? Tu le boucles pas. Donc, tu as parlé de nos critères extra-financiers qui sont parfaits depuis le début, mais nos critères financiers, ils sont très mauvais depuis le début. On a mis énormément de temps à trouver. Tu le boucles en ayant des investisseurs vachement gentils. Voilà. Et donc, tu vois bien que c'est des levées de fonds énormes, mais qui sont pour des très mauvaises raisons. Parce qu'en fait, c'est juste, tu renfloues un modèle qui a eu du mal à trouver son break-even, en fait. Donc heureusement qu'on a eu des investisseurs comme ça et pas des investisseurs différents. Ouais. Et maintenant que le modèle est posé, qu'on perd plus d'argent et qu'on en gagne un petit peu, et voilà, le truc maintenant, mais la première partie de la croissance a été très compliquée financièrement. Ce qui paraît surprenant, c'est qu'à la fin, tu vois, tu donnes un service qui est un service public, tu vois, que tu attendrais de l'État. Le fait toi, tu as eu de la chance, tu as trouvé des investisseurs qui correspondaient à ton modèle, mais d'abord, il n'y en a pas tant que ça. Non. C'est quand même pas si facile d'aller les convaincre. Le fait que l'État ne rémunère pas ce service que tu fais en leur nom, quelque part, parce que raccrocher des publics qui sont en difficulté, c'est un rôle de service public. Moi, ça me laisse un peu pantois, tu vois. Je trouve que ça... Ouais, c'est un peu complexe. Comme l'alternance. Tu vois, l'alternance, il y a des primes pour les entreprises en alternance, mais en fait, je sais pas, un HEC qui fait une alternance, il donne la même prime en fait à son employeur qu'un simplonien. Ouais. Donc, qu'il n'y ait pas de péréquation en fait en fonction du niveau des gens. Ça, c'est vrai que ça peut être compliqué, mais c'est comme les allocations familiales. Si tu es blindé, tu touches les allocs quand même. Donc bon, c'est comme ça. La politique publique, elle est comme ça. Après, il y a eu des financements un peu dérogatoires quand même pour nous aider, comme la Grande École du Numérique ou le PIC, donc le programme d'investissement dans les compétences, où là, comme on avait des publics particuliers, on avait un peu une survaleur. Mais là encore, c'était de la subvention, et c'était une usine à gaz, c'était compliqué, et ça a disparu maintenant, quasiment. Tu as monté un programme qui s'adresse en particulier au public des réfugiés. Tu veux m'en parler un peu ?
Bah là, c'est une super histoire parce que c'est sur un coin de table en buvant une bière à l'époque où je buvais de l'alcool avec Guillaume Capel. Oui, bien sûr, voilà, de Singa. Voilà. Donc c'est Guillaume et moi qui, après la crise syrienne, ils viennent de monter Singa, et il y a Simplon et on fait un hackathon ensemble et on se dit mais il y a vraiment un truc à faire. Et donc sort de cette discussion un peu enfumée et pleine d'ébriété 2 idées. On fait un programme réfugié à Simplon et donc voilà, on va sourcer chez Singa, etc. Et la deuxième chose qui sort du hackathon, c'est l'idée de faire un Airbnb pour réfugiés, où les réfugiés sont logés chez des particuliers. Et ça s'appelait Comme à la maison. Et maintenant, ça s'appelle J'accueille. Et c'est une belle réussite de Singa, qu'ils ont spin-offisé. Et donc voilà. Donc, je suis contente qu'on en parle à ce micro aujourd'hui, parce que c'est des beaux programmes, et c'est des programmes pour lesquels on a besoin de volontaires. Donc voilà, c'est bien qu'on en parle. Et Singa, pour ceux qui ne connaîtraient pas, d'abord, je renvoie à mon premier épisode, qui était avec... son nom m'échappe. Alice, exactement. Alice, qui à l'époque était encore chez Singa, mais c'était la fin. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, Singa, c'est l'animation d'une communauté de réfugiés et de Français autour de centres d'intérêt qui permet de dépasser le statut de réfugié et vraiment d'aller vers de la rencontre et de l'insertion. C'est une très belle association. Et effectivement, j'avais entendu parler de leur programme J'accueille. Donc merci d'en parler. Ils ont même maintenant, Guillaume, il a un fonds d'investissement où en fait, ils investissent dans des entreprises fondées par des réfugiés. C'est absolument génial. Génial. Donc toi, tu décides de lancer un programme de formation dédié aux populations réfugiées qui ont leurs propres spécificités, leurs propres difficultés, dont la langue, évidemment. C'est ça. Et donc là, il faut trouver des sous pour payer les cours de français en plus, parce que sinon, c'est toujours 9 € de l'heure, qu'ils soient francophones ou pas. Et en fait, c'est une personne de l'équipe qui, là encore, c'est venu de l'équipe. Il y a une fille qui s'appelle Anne-Charlotte qui dit, mais il y a la crise syrienne, là. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Si simple, on fait rien, on est nul. Je lui ai dit, tu sais quoi, c'est bien, t'es un peu challengé par tes équipes. Bah oui, d'ailleurs, et le retour était pareil, parce que j'ai dit, c'est toi qui l'as dit, c'est toi qui fais. Bah, vas-y, monte le programme. Et elle a monté le programme avec quelques personnes de l'équipe, et ça a été génial. Ça a été dur, c'est pareil, toujours, au début, c'est toujours dur. Oui, parfois c'est même dur en continuité. Je pense que tu gères des situations humaines extrêmement compliquées, donc ça peut être que dur. Est-ce qu'il y a d'autres programmes sur lesquels tu voudrais t'arrêter pour parler de Simplon ? Franchement, il y en a plein. Notre programme Femmes, il est super. Le programme Handicap, ça c'est vraiment... Il y a 13% de personnes en situation de handicap à Simplon. C'est énorme pour un organisme de formation. C'est vraiment énorme. Et donc, le numérique, c'est un super débouché pour des gens qui ont des handicaps physiques, mentaux, invisibles. En plus, il y a un petit peu d'aide au niveau des entreprises, parce qu'elles cotisent. Elles sont des quotas. Exactement. Donc ça peut nous aider. Donc le programme handicap, il est génial. C'est animé par une fille qui s'appelle Stéphanie. C'est vraiment top. Et après, on a un programme sur le décrochage scolaire. On a sur les seniors. Ça, c'est hyper dur aussi, les seniors, les plus de 50 ans. Dans le numérique, c'est encore plus difficile que dans la vraie vie. Déjà, c'est compliqué. Mais... Donc voilà, tous les programmes sont géniaux. Et tous ces gens-là, bien sûr, on les mélange après. Hein. C'est pas des coordonnages. Bien sûr. Mais ça te permet de faire des recrutements dédiés, peut-être dans ta communication auprès des entreprises qui seront tes puis le début, il faut que ce soit adapté. Sur les cours de français, il ne va pas y avoir 3 personnes qui font les cours de français, 2 autres avec un fauteuil. 3... Au début, il faut faire des trucs un peu spécifiques. J'ai vu que tu avais des programmes pour les enfants, pour les scolaires aussi. Ouais, donc ça c'est porté par la Simplon Foundation. Avant c'était côté Simplon, mais là encore le modèle économique est un peu bancal, donc on n'avait pas besoin de ça. Donc c'est porté par les activités philanthropiques et la Simplon Foundation. Et on a effectivement 2 coalitions. Une qui s'appelle les Intrépides de la Tech et qui s'occupe de faire connaître les métiers du numérique dans les collèges, qui est animée par plusieurs organisations de l'ESS. Et l'animatrice s'appelle Lucie, c'est super. Vraiment, ils ont des chiffres d'impact incroyables. Ils touchent des dizaines de milliers de collégiennes par an. C'est un truc de fou. Canon. Ouais. En faisant intervenir des professionnels dans les classes aussi, travailler avec les rectorats, avec les DAN, en partenariat avec l'éducation nationale, c'est top. Et l'autre, c'est Women and Girls in Tech. Donc c'est effectivement des trucs intergénérationnels entre des salariés, femmes qui bossent dans la tech, qui se rapprochent de jeunes femmes qui ont envie de s'intéresser au numérique. Puis après, il y a des trucs locaux. Il y avait Elle Digital aussi à Lyon, qui était un grand mouvement aussi de plein d'entreprises. Il y a plein de trucs super, de toute façon. Je me souviens au moment de la dernière réforme scolaire de Macron, où les maths avaient été retirées dans le cursus obligatoire. Tout le monde avait décroché, les garçons comme les filles, mais les filles avaient beaucoup décroché. Donc, tu as un vrai sujet d'appétence naturelle. Ils sont revenus dessus. Mais ça dit quelque chose quand même du besoin d'aller montrer ces voies du digital, de la tech,
aux scolaires filles, de montrer qu'il y a des débouchés, que c'est pour elles, qu'il faut enlever pas mal de stéréotypes. Hein. Ouais, parce que les 15% de femmes dans la tech, en fait, c'est culturel. Hein. C'est 15% aujourd'hui. Dans les métiers techniques. Ouais. Ouais. Parce que tu vas au Maroc, tu vas en Malaisie ou en Inde, il y a une majorité de femmes. Ouais. Donc on a du boulot et ça commence à l'école. Merci Fred. Peut-être encore une question sur Simplon, puis après je voudrais t'ouvrir sur d'autres sujets. Encore une question sur ta relation avec les GAFA. Je comprends que d'abord les GAFA sont des financeurs et sont des employeurs. Comment est-ce que tu gères, parce qu'on a tous une relation un peu compliquée avec les GAFA, tu vois, un peu schizophrénique. J'imagine que toi aussi. C'est quoi pour toi les GAFA ? Déjà, je ne les appelle pas comme ça parce que je pense qu'il ne faudrait pas qu'on les appelle comme ça. Déjà parce qu'ils ont tous changé de nom, donc GAFA, ça ne marche plus, parce que le F est devenu un M et tout ça. Bon, bref, le G est devenu un A, tu vois, donc c'est bon, bref. Mais surtout parce que c'est des gens qui sont tous très différents. En fait, là-dedans, on met dans le même sac des gens qui ont des modèles économiques complètement différents, des cultures de boîte complètement différentes. Et pour le coup, ils sont ultra puissants. Et donc, dans le syndrome de Spider-Man de un grand pouvoir donne de grandes responsabilités, ils ont aussi des grandes responsabilités, mais ils prennent aussi des grandes responsabilités. C'est-à-dire que c'est eux qui ont des programmes philanthropiques, d'inclusion, de diversité, qui sont hyper puissants. Et donc, oui, ils nous financent, mais c'est pas juste parce qu'ils nous achètent. C'est parce qu'en fait, ils ont des programmes qui vont très loin sur les compétences, sur l'inclusion, sur les femmes. Et en fait, c'est des programmes qu'on a en commun et qui sont convergents. Donc, ils ont les sous, ils ont la volonté, ils ont l'empreinte, ils ont la technologie. Ils donnent une caution aussi très forte aussi à nos formations, à nos apprenants. Ils te donnent des places aussi, j'imagine. Tu as à la marge, des garanties d'embauche. C'est pas eux qui embauchent les apprenants. Par contre, leurs clients et leur écosystème de partenaires. Tu vois, Microsoft, c'est 10 000 partenaires. Tu vois, j'avais fait un épisode avec Jean-Philippe Courtois qui était à la fin de son poste chez Microsoft. Je remettrai tout ça dans les notes de l'émission, mais il parle très bien de tous ces programmes ambitieux et responsables mis en place par Microsoft. Et donc, ce qu'on fait avec Microsoft, c'est différent de ce qu'on fait avec Meta, qui est différent de ce qu'on fait avec Apple. Et là, on est un des seuls partenaires impact sur OpenAI en Europe. Ouais. Et donc, pareil, c'est encore différent. Et après, il y a plein de choses qui sont critiquables dans ces entreprises. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne veux pas faire ? Nous, en fait, on ne fait jamais ce qu'on ne veut pas faire. C'est-à-dire qu'on a un truc en interne. Qu'est-ce que tu ne veux pas faire ? Non, mais par exemple, si c'était des programmes qui nous demandaient de faire uniquement la promotion de leur technologie au détriment de celle de leurs concurrents, ça ne marcherait pas. C'est-à-dire que le seul programme où on ait accepté ça, c'est avec Apple. Ouais, tu n'as pas vraiment le choix avec Apple. Tu n'as pas le choix, puis en même temps, c'est tellement un écosystème spécifique que là, tu ne vas pas leur dire on va faire de l'Android, tu vois, mais c'est pas, voilà. Il y a 250 000 emplois qui sont liés à l'App Store, tu vois, donc c'est une mine, voilà. Mais sinon, c'est agnostique, et puis après, on n'aime pas l'instrumentalisation pour des raisons de communication. Si c'était que du flan et de l'argent, et qu'ils achetaient des 4x3 en disant regardez, on fait des trucs super avec Simplon, ce serait négatif. Mais c'est pas du tout ce qu'ils font. Tu veux des engagements réels. Et on n'a pas de mal à les obtenir, parce que vraiment, ils sont hyper engagés. Chez Microsoft, les commerciaux de Microsoft ont des primes quand ils proposent des alternants Simplon à leurs clients. Mais ça, tu vois, c'est des entreprises... Mais moi, c'est ce que je prêche dans le... Et c'est pas auprès des entreprises que je fréquente. À un moment, tu dois aligner ton système d'incentive sur ton extra financier. Et donc là, tu vas Microsoft, ils le font. Ouais. Alors, tu me tends la perche sur les enjeux d'ordre plus général de la tech. On vient de commencer à les toucher du doigt. À tes heures perdues, aujourd'hui, tu es aussi conférencier sur ces enjeux. Et donc, j'aimerais bien que tu nous éclaires un peu. Moi, c'est des sujets que je connais assez mal, donc je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui. Il y a plein d'enjeux dont on entend parler, qu'on voit de loin. Je voudrais revenir dessus et entendre ta position à la fois en général, tu vois, ta recommandation sur comment y faire face, et puis évidemment, toujours ton regard avec ta casquette Simplon, qu'est-ce que vous faites là-dessus ? La première chose, et peut-être le sujet que je connais le mieux là-dedans, c'est le sujet environnemental. On le cache un peu sous le tapis, on a l'impression que c'est digitalisé et donc sans impact. Pour autant, en fait, pas du tout. Le numérique représente 3 à 4% des émissions de CO2, donc c'est à peu près autant que la flotte mondiale de camions. Pas tout à fait léger, mais on en parle beaucoup, beaucoup moins que les transports. Le numérique... ça va aller quelque part de mal en pis parce que toute l'AI va démultiplier ce besoin en énergie. Et on sait qu'une requête sur ChatGPT consomme 10 fois plus d'électricité qu'une requête sur Google.
Des sujets d'extraction de minéraux, bien sûr, notamment pour les serveurs, des sujets d'eau très fortes, et notamment amplifiés là aussi par l'AI. Je crois qu'une requête, c'est l'équivalent d'une bouteille d'eau. Donc avec l'explosion des demandes, on a bien sûr une explosion de la quantité de ressources consommées. Alors, on a tout ça. On sait aussi que c'est des outils pour maîtriser notre impact environnemental. On le sait. Bon an, mal an, qu'est-ce qu'on doit en penser ? Le numérique, c'est une ressource critique non renouvelable. C'est-à-dire que tout ce dont on a parlé, là, les métaux, l'énergie, etc., ça consomme, ça extrait. Et donc, c'est comme si on avait quelque part un stock de numérique. Et dès qu'on fait du numérique, en fait, on tape dans le capital de numérique. Et il y a un moment, il n'y en aura plus, en fait, de lithium, de néodyme, de machin, de trucs, de bidule. Et puis, tu es en concurrence avec les batteries de voitures. Et sur l'énergie, tu es en concurrence avec tout. Bien sûr. Voilà. Donc, la trajectoire d'avoir du numérique partout, pour tout le monde, avec ChatGPT et tout ça, machin, elle est intenable. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? On ne va pas arrêter le numérique et on ne va pas se garder le numérique pour nous, et puis les autres, on va les laisser à la ramasse et tout ça. Donc là, c'est là où il faut faire entrer en ligne de compte le discernement et dire il y a certains usages du numérique qu'on va autoriser et incentiver, et il y en a d'autres qu'on va pénaliser. Donc si faire des photos de chats dans le métavers avec de l'IA, voilà, donc ça il faut... Ça, t'es pas pour, mais qu'est-ce que tu fais de tes week-ends ? Mais sauf que pour l'instant, dans un système libéral où tout est autorisé et tout le monde a le droit de faire un petit peu tout ce qu'on veut, pour le coup, on peut pas encore faire trop de discernement comme ça. Ça commence, mais donc voilà, donc le numérique, ça doit, comme tout, être régulé. Et donc, sur la partie environnementale, il y a des régulations à avoir, sur la partie des informations, sur les biais, sur tout ce que tu veux. On y vient juste derrière. Réguler, alors moi je t'entends bien, je l'appelle de mes voeux aussi fortement. Ça me paraît poser deux difficultés aujourd'hui. Une première qui est qui choisit que les photos de chat, finalement, c'est pas formidable pour toi, antidépresseur, ce que tu veux, versus donc quel est l'agent public, on imagine, en capacité de choisir l'allocation des ressources au vu de ton usage. Et puis, dans la conjoncture du moment où on est plutôt en train de défaire les réglementations qu'on était en train d'essayer de passer avec pas mal de difficultés, est-ce que ce discernement appuyé sur la réglementation, est-ce qu'on peut y croire ? Je suis désolée, je suis un peu déprimée aujourd'hui. Non, pas de problème. Vas-y, remonte-moi le moral. Comme tous les secteurs, il faut faire des analyses de cycle de vie, il faut faire de l'éco-conception, et c'est pas que de l'environnement, c'est-à-dire qu'il y a un truc d'argent aussi. C'est-à-dire que si c'est très énergivore, ça veut dire que c'est très cher et l'énergie est chère. Si c'est mal codé ou c'est trop lourd, et en fait, ça coûte plus cher à héberger. Donc en fait, il peut y avoir des boucles vertueuses, alors que là, on est sur des trucs un peu vicieux, quoi. Donc pour l'instant, le numérique, il n'est pas très robuste. C'est-à-dire que... Et en même temps, si on n'avait pas eu de numérique pendant le Covid, je pense qu'on aurait été un peu dans la panade. Donc la trajectoire n'est pas bonne environnementalement. C'est pas un truc qui est robuste, comme dirait Olivier Hamon. C'est pas du tout robuste. C'est-à-dire que dès qu'il va y avoir le moindre problème sur une chaîne d'extraction, on l'a vu pendant le Covid, la Chine était en carafe, il n'y avait plus d'ordinateur, et tout le monde s'arrête. Tu vois, et là, on le voit sur les puces au niveau de l'IA, etc. Donc le système est pas stable. Donc il est pas résilient, il est pas stable, et on nous a fait croire que le truc était illimité. Connexion illimitée, 4G illimité, il n'y a rien d'illimité dans la vie, surtout pas sur une planète avec des ressources finies. Donc il va falloir qu'on apprenne, soit par la violence ou l'imposition, soit de manière un peu proactive, la sobriété. Et donc effectivement, il n'y a pas besoin les gens qui utilisent ChatGPT pour faire une recherche comme s'ils la feraient sur Google, non seulement ça prend plus d'énergie, mais en plus ça ne marche pas. C'est bête de faire ça, parce que c'est pas du tout un bon cas d'usage pour les IA génératives. Il vaut mieux continuer à utiliser ChatGPT. Donc voilà, il faut de l'éducation, faut de la régulation, il faut que les industriels prennent leur part aussi. Mais pour le coup, quand ChatGPT est sorti, tout le monde a dit c'est la fin du monde, tout le monde demandait un moratoire pour arrêter le truc et tout ça bidule. Maintenant, les gens ils te disent mais pourquoi ça va pas plus vite et quand est-ce qu'on aura ChatGPT 5, tu vois ? Donc c'est un peu nous aussi qui sommes un peu à la manœuvre de ça. C'est pas juste les GAFAM ou juste. Donc c'est un truc qui est compliqué. Et après, ce discernement que je demande pour le numérique.
je sais pas, moi j'ai toujours un peu de mauvaise foi, mais je me dirais, mais moi je sais pas, on arrête la Formule 1, mais on garde le numérique par contre, tu vois. Je veux dire, on arrête, tu vois, il y a des trucs. Mais c'est pour ça que je te pose la question de l'agent en capacité personne, à faire tu vois, à décider comme un grand qu'est-ce qu'on garde pas, et au nom de quoi tu le décides, parce que c'est pour partie facile quand il s'agit de la santé, de l'alimentation, etc. Puis pour partie plus compliqué. Mais en tout cas, ce que j'entends, c'est que dans la lignée d'un Jean-Marc Jancovici, par exemple, tu nous rappelles d'abord que à nous de nous responsabiliser sur nos usages, et puis aux politiciens qui nous entourent d'aller commencer quand même à réglementer. Et puis on verra les cas difficiles quand ils adviendront, mais Formule 1 ou chat, je ne sais pas, mais en tout cas, il faudra qu'ils nous aident à choisir. Dans tous les cas, par contre, on a un problème au niveau de Simplon. Est-ce que c'est ce sujet-là de la sobriété numérique? Est-ce que c'est un sujet que tu adresses? Et si oui, comment? Alors, au début, c'était pas dans les maquettes pédagogiques. Donc maintenant, depuis septembre 2024, tu peux plus être un développeur certifié avec un titre d'État sans avoir entendu parler de ça. Avant, c'était pas obligatoire. Donc nous, on le faisait de manière proactive. Donc, les gens chez nous, ils entendent parler d'éco-conception, de green IT, d'accessibilité numérique pour le handicap, de biais algorithmiques, de captologie, d'économie de l'attention, des informations et tout ça. C'est pas du tout obligatoire, mais en tout cas, on pense que ça en fera des professionnels avertis et éclairés. Et on a même des formations spécifiques sur l'accessibilité numérique, parce qu'en fait, la plupart des sites internet ne sont pas accessibles aux personnes en situation de handicap. 90%. Voilà, donc c'est énorme. T'imagines, t'es 6 millions de personnes, plusieurs milliards. Et là, on travaille sur l'IA frugale. Donc là, les gens, à chaque fois, je me fais défoncer sur LinkedIn. IA frugale, ça veut rien dire, c'est un oxymore, c'est pas possible. Si, on peut faire de l'éco-conception, on peut faire des choses. Donc voilà, nous, on travaille, on est à la manœuvre sur ces sujets, à la fois pédagogiquement, mais aussi on essaye de faire avancer des référentiels métiers. Et en France, on est très, très en pointe par rapport à ça. Donc, ce que je comprends, Frédéric, c'est que c'est inclus dans toutes tes formations, en fait. À la fois une réflexion éthique, en fait, une réflexion sur les enjeux, et puis une réflexion pratique sur comment... Enfin, tu citais l'exemple de l'éco-conception, mais concrètement, comment on fait. Ouais. Et il y a même des formations dédiées. Ok. Mais alors, les formations dédiées, moi, je trouve ça toujours génial, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même que tout le monde soit un peu formé, et que ce soit dans les formations génériques, ce que je comprends être le cas pour Simplon. Ça, c'est vachement bien. Alors, on a parlé des enjeux environnementaux. Je t'amène un peu sur les autres enjeux, et c'est bien parce que ça ne me manque pas. Non, ça, c'est sûr. Quand on parle de la tech aujourd'hui, forcément, on parle d'enjeux démocratiques, avec tout ce que ça comporte de fake news, de deepfake, de manipulation d'élections. Enfin, je t'enveloppe plein de trucs là-dedans, et je pense qu'on ne comprend pas tous, d'ailleurs, tout ce qui est là-dedans, mais on comprend qu'il y a des risques d'ingérence et que nos démocraties sont menacées. Là aussi, c'est quoi ta vision? Le niveau d'alerte, il est orange, il est rouge vif, et comment tu réagis à Simplon? Mais c'est un peu comme l'environnement, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on veut faire porter le chapeau au numérique de trucs qui ne sont pas du numérique. C'est-à-dire que la démocratie, on n'a pas attendu les réseaux sociaux pour qu'elle se pourrisse, ni l'abstention, ni l'extrême droite et tout ça. Donc je ne dis pas que ce n'est pas un truc qui vient accélérer ou mettre de l'huile sur le feu, mais c'est un peu comme l'IA et l'environnement, quoi. Là, on est en train de dire l'IA, ça pollue, c'est horrible, mais je veux dire, tout pollue, et il y a des trucs qui polluent beaucoup plus que l'IA et le numérique. Et tu as pris les flottes de camions, je veux dire, moi j'en ai plein d'autres des exemples. Donc il y a un moment, la valeur ajoutée du numérique en éducation, en santé, dans la science et tout ça, elle est indéniable. La valeur ajoutée des camions, ou la valeur ajoutée de je sais pas quoi, j'en sais rien, tu vois, si elle est, voilà. On parlait du luxe tout à l'heure, je sais pas, moi, si le luxe est si indispensable que ça, tu vois, donc bon. Allons questionner un peu les autres aussi, il n'y a pas de raison. Voilà, et là, le numérique, toi, on en prend plein la figure, alors qu'en fait, il y a quand même des trucs sympas, tu vois, genre, on n'aurait pas eu ça pendant le Covid, enfin, je veux dire, on était tous, bon, bref. Et pour la démocratie, je pense que la démocratie, elle est malade bien avant le numérique, et je pense que c'est pas la faute du numérique, et que le numérique est un symptôme, en fait, c'est pas une cause. Donc bien sûr, il y a de plus en plus de fake news, etc. Et tout le monde peut raconter n'importe quoi sur des réseaux, surtout avec des gens comme Musk qui veulent ouvrir les vannes complètement et tout ça bidule. Mais je veux dire, c'est pas né avec les réseaux sociaux, et le fait que les gens soient désengagés et qu'ils n'y croient plus, c'est aussi lié à une inaction politique, à des choses qui ont instrumentalisé la montée de l'extrême droite, parce que voilà. Donc voilà, aussi au fait qu'on a laissé les services publics se casser la figure au lieu de les soutenir. Donc les désarroi ruraux, ouais.
Je t'entends, les problèmes sont multiples et le numérique ne vient qu'accélérer. Ouais, mais on parle que de ça. À la limite, on parle même plus de maintenant, du fond. Si tu étais commissaire européen au numérique, je ne suis pas sûre que ce soit Jamais exactement ce... Non, mais imagine, fictivement, pour 5 minutes avec moi. Qu'est-ce que tu ferais sur le numérique, c'est quoi? Comment réduire les impacts Mais franchement, en Europe, on a plutôt une bonne politique là-dessus. Elle est même copiée et elle inspire beaucoup de pays. Je veux dire, ce qu'on a fait sur le RGPD, ça a été repris dans le monde entier. Ce qu'on fait sur les AI Act, il y a plein d'États aux États-Unis ou même de pays qui sont en train de faire la même chose. Donc, nous, on s'est super bien régulé. Et donc, là, il y a eu des amendes. Apple a payé des amendes, Google aussi. Ils ont changé l'App Store, machin. Enfin, je veux dire, ça fonctionne. Et Breton, il a fait un travail absolument incroyable là-dessus, quoi. Donc, on sait faire ça. Mais par contre, nous, on sait faire un peu que ça. Donc, on n'a pas le côté innovation, je sais pas. Et puis, donc ça, c'est un peu dommage d'être super ceinture noire de régulation, mais de pas avoir le pendant assez sain qui est l'innovation, quoi. Donc ça pousse. Donc, parce que de fait, ça nous fait dépendre de plateformes qui sont américaines ou chinoises. C'est ça. Il n'y a pas d'équivalent européen sur lequel t'appuyer. Après, c'est pas évident de faire ça. Ouais. Mais donc, pour répondre à ta question sur la politique, voilà, le DSA, le DMA, il y a des dispositifs qui permettent d'obliger la modération. Là, sur X, il va se passer des trucs si la Commission européenne continue à marcher dans les pas de l'ancienne Commission. Donc voilà, nous, au moins, on fait des choses. Aux États-Unis, c'est article 1, free speech, machin truc 280, on n'est que hébergeur, on n'est pas média. Donc là, c'est open bar champagne. Nous, chez nous, c'est pas le cas. Donc imaginez comme ce serait pire. Ouais. Donc ton conseil là-dessus, c'est que l'Amérique prenne un peu de graines de ce qui se passe en Europe. Elle ne le fera pas. Et puis là, ce n'est pas pendant les 4 prochaines années qui vont arriver. Mais je veux dire, nous, on n'a pas la même culture démocratique, on n'a pas les mêmes cultures juridiques. On ne peut pas vivre comme un village de Gaulois, même au niveau de l'Union européenne. Et il n'y a pas une frontière. Et les gens sur X, ils font n'importe quoi sur X, en France aussi. Mais nos politiques, ils ne sont pas obligés de jouer avec ça aussi. Et eux aussi, ils jouent avec ça. Ils jouent avec le feu. Bien sûr. Donc, mais comme tu dis, il y va aussi la responsabilité de la politique. Je crois surtout, un autre sujet sur lequel on vient beaucoup chercher la tech, c'est celui de l'emploi. Toi, tu viens créer des emplois, mais au niveau de la société, il y a des inquiétudes, en tout cas, très fortes sur la façon dont l'IA va éventuellement détruire pas mal de métiers et creuser des inégalités. T'en as peur ? Non, parce que vraiment, ce truc-là, c'est typiquement... autant sur l'aspect environnemental, c'est hyper difficile de plaider la cause du numérique. Autant sur l'emploi, c'est vraiment... c'est pas une fake news, mais c'est un truc que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire que c'est pas la première fois dans l'histoire du capitalisme qu'il y a des technologies de rupture qui viennent impacter les emplois. Il y en a eu plein. Il y a eu la machine à vapeur, l'électricité, l'informatique, le mobile, tout ce que tu veux. Et il y a une littérature scientifique hyper convergente sur le sujet. Le dernier prix Nobel d'économie, Daron Acemoglu, il a passé sa carrière à travailler là-dessus. La technologie ne détruit pas des emplois. La technologie est un des facteurs qui fait qu'il y a des changements dans les compétences, dans les métiers, dans les tâches. Et ça a toujours été vrai, du silex jusqu'à l'IA. Et en fait, il y a d'autres facteurs. C'est la technologie seule, en fait, n'est pas responsable de la destruction. C'est-à-dire que si on laisse faire la technologie, qu'on ne régule pas, qu'il n'y a pas de dialogue syndical et que les chefs d'entreprise se disent « Ah super, on a de l'IA, on va pouvoir licencier et machin », là, il y a de la destruction. Mais si on fait un compromis fordiste et qu'on augmente les salaires et qu'on change les tâches et qu'on forme les gens, en fait, il n'y a pas. Donc en fait, là encore, ce n'est pas un problème de numérique. Non, mais c'est fou. Je pense que l'inquiétude, elle est aussi très focalisée sur l'ajustement. Aujourd'hui, tu as une population qui n'est pas formée. Simplon n'a pas encore touché tous les millions de Français qui exercent un emploi. Et donc la rapidité de déploiement de l'IA risque de prendre de court la population salariée. Pour l'instant, ça ne s'est pas trop manifesté. Donc on sait que peut-être ça va aller plus vite, mais pour l'instant, les dernières ruptures technologiques, elles prennent entre 10 et 15 ans. Et en fait, tout le monde dit « Ouais, mais l'IA, ça va se faire en 6 mois. » Moi, je ne suis pas sûr du tout, en fait. Les modèles, ils ne sont pas stables, la peinture, elle n'est pas sèche, les cas d'usage dans les entreprises, ils ne sont pas si développés que ça coûte cher, les gens commencent à se former... Enfin, je veux dire, il va y avoir un ajustement. Effectivement, ça va beaucoup plus vite. Puis c'est surtout, il y a une mythologie derrière. Il y a la science-fiction, il y a Terminator, il y a tout ça. Et ça nous empêche de voir les vrais trucs et les vraies priorités, quoi. Les vraies priorités, tu en as parlé, c'est la démocratie, l'environnement, la formation des gens et tout ça. Ouais. Mais on va tous avoir un revenu minimum d'existence parce que les robots vont prendre notre travail, mais jamais de la vie.
Je veux dire, moi, je serais déjà mort et peut-être mes enfants aussi, quoi. Tu On est vois, à des kilomètres de ça. Je te disais que j'étais un peu déprimée, merci. Ça y est, tu me remets. Non, mais là, en redonnes un plus, peu il y a de la peps. littérature scientifique. Ouais. C'est pas juste moi qui trempe mon doigt en disant tiens, je sens bien que le vent va tourner comme ça. On Non, a mais ça un correspond à mec, une peur qui est très répandue quand même. Bah ouais, Tu vois, ouais. et Mais là qui- encore, qui est les médias sont certainement- aussi un peu responsables parce qu'on parle des Ouais. réseaux sociaux, mais les médias, Bien sûr. ils racontent n'importe Bien quoi sûr. sur l'IA. Non, mais t'appelles à un grand plan de formation surtout. Ah bah, c'est marqué dans tous les plans gouvernementaux, tout le monde est Ouais. d'accord avec ça. Hein. Je veux dire, mais sauf qu'on baisse les aides à l'alternance et on n'aide pas des gens comme Simplon. Donc, c'est un peu bizarre. Merci Fred pour ce regard sur les enjeux de la tech. Tu es bien placé avec ta quinzaine d'années maintenant hein, de Simplon pour Ouais, c'est la 13e année, ouais. Ouais. Pour avoir vu tous ces changements, les regarder de droit dans les yeux et avoir une opinion super qualifiée dessus. Donc merci de la partager avec nous. plaisir. J'aimerais qu'on garde un peu de temps pour parler de Join Force, qui est une initiative, encore une fois, que tu as lancée avec ta famille, dans l'objectif d'aller vers plus de partenariats au sein du monde associatif. C'est ça. Comment ça t'est venu ? Ça me hante depuis des années, parce que ça fait 25 ans que je suis dans l'impact et j'ai vécu et j'ai été à la manœuvre de toute cette compétition qu'il y a entre les causes, entre les associations. Et si tu prends l'exemple de Simplon, on est passé à l'échelle, hein, c'est une belle réussite. Mais quand on est passé à l'échelle, on a mis dans l'ombre en fait plein d'autres gens qui faisaient la même chose que nous. On a chopé des financements et on les a tous raflés, alors que peut-être il y en aurait eu d'autres qu'on avait eu besoin. On a essayé de faire des coalitions, mais on s'y est mal pris. Et en fait, on ne sera jamais aussi gros que le problème qu'on veut résoudre. Quand tu disais, il y a des millions de Français qui n'ont pas accès à Simplon, mais jamais Simplon sera aussi gros que, tu vois. Donc en fait, on peut, c'est le truc africain, hein, c'est seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et seul, voilà, Simplon, ça existe, c'est beau, c'est sympa, voilà, machin, mais en fait, il n'y a pas d'horizon. Le passage à l'échelle est un leurre. En fait. On revient au début de notre discussion. Hein. Quand tu as lancé Simplon, tu avais l'impact, l'échelle tout de suite en ligne de mire. Et en fait, aujourd'hui, avec une présence dans 25 pays, tu es quand même très développé, 40 000 personnes formées, très bien. Mais tu veux accélérer à nouveau, tu veux aller plus loin. Bah oui, parce qu'en fait, c'est pas 40 000, c'est 400 000, c'est 4 millions, et ça, jamais on le fera tout seul. Tu veux aller plus loin dans tes sujets, mais dans d'autres aussi. Hein. T'es pas spécialisé sur la cause du numérique. Au contraire même, il n'y aura pas de truc numérique pour pas être justement en porte-à-faux avec Simplon. Join Forces, c'est vraiment... Personne ne finance jamais le faire ensemble. Le fait de faire des coalitions, il y a plein de gens qui font des coalitions, mais personne ne leur donne de l'argent pour qu'ils passent le temps, qu'ils aient de l'ingénierie, de la facilitation à l'intelligence collective, des ressources pour le faire. Et travailler ensemble, si tu as déjà essayé, tu vois que ça prend du temps, de l'argent, de l'énergie, et ça ne s'invente pas, quoi. Par contre, quand tu y arrives, mais c'est incomparable ce que tu arrives à faire à plusieurs. Tu vois. Et ce temps-là, personne ne le finance jamais. Les gens financent des programmes, donc on peut financer Simplon pour faire 40 000 personnes. Mais financer Simplon pour réfléchir avec l'école 42, avec le wagon, à faire un truc pour 400 000 personnes, personne ne financera jamais ça. Donc nous, modestement, moi j'ai vu ça pendant 25 ans, et j'arrêtais pas de dire, il faut une fondation qui finance les Justice League, là, tu sais, comme les super-héros, là, comme les Avengers, tu vois. Donc les Avengers, ils ont le Shield. Donc ils ont un truc qui finance le fait qu'ils passent du temps à se dire je suis pas sûr qu'on a envie de travailler ensemble, mais si en fait quand même tout ça. Là nous on n'a pas le Shield, donc il arrive. Voilà. Il arrive et toi tu vas surtout financer et avoir un apport de compétences avec des équipes qui vont animer, j'imagine. C'est ça, de la facilitation, des coachs, des outils, enfin vraiment tout ce qui manque en fait le squelette de ce que c'est qu'une coalition. Quoi. Ça sera quoi ta première coalition, si tu peux nous dire ? Franchement, je suis en train de regarder plusieurs choses. Il y aura peut-être des choses dans le domaine de l'environnement, parce qu'il y a des gens qui font des trucs absolument incroyables. Hein. J'en cite plein comme ça, parce que j'ai pas encore décidé, et puis je décide pas tout seul. Mais que ce soit la Convention des entreprises pour le climat, forcément, il y a des choses aussi. Il y a un mouvement qui s'appelle Tilt aussi, et qui accélère la transition écologique des associations. Il y a le mouvement des fresques aussi, qui est hyper intéressant. Donc il y a plein de choses dans le domaine environnemental où ça se coalise et où il y a plein de trucs. Mais il y a des choses sur l'aide sociale à l'enfance, il y a des choses sur l'humanitaire, il y a des choses dans l'éducation aussi, dans le décrochage scolaire par exemple, qui sont des trucs qui nous touchent aussi. Donc voilà, puis il y a des choses géniales dans les territoires aussi. C'est des choses qui ne sont pas forcément monothématiques. Mais les territoires, ça va être transversal. Tu veux t'assurer du déploiement dans tous les types de milieux, ruraux, quartiers, etc. Ouais, mais là, ça partirait d'un territoire. C'est-à-dire qu'au lieu d'aider une coalition nationale, en fait, la coalition nationale, peut-être qu'il faut qu'elle commence dans la Vienne ou à Carcassonne, tu vois.
Donc là, le stade où t'en es, c'est que vous cogitez, vous secouez tout ça, vous demandez par lesquels commencer, et puis vous allez vous en prendre une en pilote pour démarrer. Exactement. Et Super. surtout, on met la patte finale en fait à la formalisation de la méthodo qui permet de valider que la coalition elle a des bases suffisamment solides pour continuer. Et surtout, comment accompagner une coalition à se donner des objectifs smart, faciles à atteindre au début et puis d'élargir après. Et ça, il y a toute une ingénierie en fait à repenser. On n'a pas inventé ça. Il y a plein de gens qui ont écrit des trucs, mais spécifiquement sur des coalitions à impact qui visent l'intérêt général. Il y a un peu de littérature scientifique, mais il n'y a pas vraiment de méthode. Donc il y a plein de choses. On peut coller des post-it toute la journée, tout ça, mais en fait c'est plus profond que ça. Il y a un truc aussi qui est très humain aussi. Toutes les coalitions qu'on a analysées qui ont fonctionné, en fait, elles sont basées sur des gens, pas sur des organisations. Sur des personnes, quoi. T'as un exemple de coalition qui est un peu un modèle pour toi ? Franchement, il n'y en a pas beaucoup. Il y a une coalition qui est absolument géniale qui s'appelle le collectif Mentorat. Donc le collectif Mentorat, c'est plein d'associations qui faisaient toutes la même chose et qui se sont dit c'est trop bête, en fait, on va tous voir à demander un peu de sous tous. On va se réunir, on va faire un collectif et on va aller voir l'État. Ils ont été voir l'État et ils ont eu plusieurs dizaines de millions. Donc ça, c'est génial. En revanche, ils n'ont pas été accompagnés suffisamment pour gérer ces millions-là, en garder un peu pour la coalition et puis continuer à bosser ensemble. Et donc, ça a un peu flotté, quoi. Donc ça, c'est un des exemples. Mais ce qui se passe sur la CEC, c'est assez exemplaire, franchement. Donc voilà. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore de démonstration, en tout cas en Europe et en France particulièrement. Parce qu'en France, on n'a pas vraiment la culture de la coalition. Oui, bien sûr. Mais ça va être votre job. Vous allez démontrer. On va en faire 2 ou 3 par an. Hein. Tu vas revenir au micro de Demain n'attend pas, puis tu vas nous raconter ta première coalition. Avec plaisir. Ça te permet de faire du plaidoyer aussi, j'imagine. C'est ça. Qui est un peu le parent pauvre, souvent. Ouais, le 10 avril, on va faire une journée des coalitions. Donc ça va être sympa, parce qu'on va réunir tous ces gens qui ont fait des coalitions, foiré des coalitions, un peu pour capitaliser et puis avoir un petit peu de bonnes pratiques aussi. Toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont intéressées peuvent te rejoindre le 10 avril ? Ah oui, tout à fait, ouais. Super. Ouais, ce sera à Paris. Ouais. Génial. Ils te contactent. Pour te contacter, on va sur ton LinkedIn. Ouais. Génial. Et tu réponds. Oui. J'essaie. Ouais, je peux en témoigner. Quelques petites questions finales, si tu veux bien, Fred. On a mentionné très très rapidement que tu avais 5 enfants et que tu avais multiples activités. Et que d'ailleurs, c'était en famille que tu lançais cette nouvelle fondation. Comment tu gères ? C'est quoi ta formule magique pour arriver à tout gérer ? Je suis bien organisé. C'est une question qu'on pose aux nanas en général. Ouais, tu vois. c'est ça. Et alors, t'as des enfants et t'y arrives, mais ça me fait plaisir de te la poser. Déjà, c'est une famille recomposée, donc il y a 2 mamans. Donc ça, et heureusement qu'elles sont là, bien sûr. Et après, non, c'est de l'organisation. J'ai une grosse dose de productivité et de force de travail. Donc ça, je travaille vite et après, il n'y aurait pas trop mal. Mais effectivement, il y a toujours des arbitrages entre le temps passé. Mais le temps passé avec la famille, c'est du vrai temps passé. Je ne suis pas en train de faire 15 trucs en même temps. Quand je suis avec ma femme et mes enfants, je ne travaille pas. Et par contre, quand je ne suis pas avec eux, je travaille. Tu arrives à sacraliser les moments, en fait. Ouais, et puis j'en ai besoin. Pas... Je te demande ça parce qu'il y a toujours des choses à apprendre aussi pour nous tous. Tu vois, pour le commun des mortels qui sommes dans la mine. Après, je suis connu aussi pour avoir filé un petit peu des petits tips de productivité et tout ça. Et moi, je suis une machine de guerre hyper bien organisée en termes d'outils et tout ça. Donc vraiment, je ne peux pas lire 40 bouquins par mois si je ne suis pas organisé. Et en plus de tout le reste et tout ça. Donc je me forme, je fais des MOOC. Donc je dégage du temps pour les choses qui sont importantes. Et c'est vrai que je réponds vite sur LinkedIn et je dis souvent oui, mais c'est parce que ça me nourrit. C'est pas. Ouais, mais c'est riche d'enseignements, ça, plus que tu le crois, en fait. On se fait tous un peu dépasser par nos tâches quotidiennes et avoir un rappel que tu as les mains sur le guidon, c'est toi, enfin sur le volant, c'est toi qui décides. Et il faut accorder du temps à la fois à ton équilibre, vie personnelle, vie pro, mais aussi à ta formation et continuer à investir sur toi. Garder du temps pour lire, c'est un rappel important. Si tu y arrives, on devrait pouvoir y arriver. Tu nous as mentionné plusieurs fois ton besoin d'adrénaline, le besoin que ça aille vite, que ça aille à l'échelle. Comment cet aspect-là, comment tu le gères ? Tu vois, parce que c'est pas évident, c'est-à-dire que t'aimes bien être en sur-régime en permanence. Ouais, ça a failli m'emmener dans des trucs qui étaient pas cool. Donc j'ai eu des mailles à partir avec des addictions qui étaient un peu terribles sur la drogue, l'alcool. Après, je pense que mon truc d'adrénaline m'a fait faire des choses que j'aurais pas dû faire, vouloir aller trop vite. Donc ça, j'ai appris à dompter un peu ça. Et maintenant, cette intensité-là, en fait, je la mets pas aux mêmes endroits. C'est-à-dire qu'avant, c'était la vie à 100 à l'heure, l'alcool, la drogue, de
faire n'importe quoi, n'importe comment, parce que ça me permettait de me sentir vivant. Et là, j'ai compris que ça pouvait être un problème plus qu'une solution. Et donc maintenant, voilà, ce qui m'envoie de l'adrénaline, c'est je sais pas, du sport, des choses qui sont plus vertigineuses, mais qui sont peut-être plus émotionnelles, plus intimes. Donc j'ai besoin de moins... Je me mets moins dans le rouge déjà physiquement. Et puis, déjà... le fait d'être en vie et d'essayer de faire en sorte que tout parte pas en sucette, ça c'est une source de satisfaction et d'énergie et d'adrénaline aussi. Hein. Qu'est-ce qui a été le déclic pour ce qui s'apparente aussi à un changement de vie, enfin un changement de perspective en tout cas? Ça a été progressif, mais je dirais que c'est vraiment l'histoire d'amour que j'ai avec ma femme, là, qui est un gros dossier qui date du lycée et tout ça, où on s'est raté plusieurs fois sur une échelle de 35 ans. Et elle est médecin, elle est dans le soin, elle me connaît très bien, et c'est vrai je me suis un peu révélé là-dessus à son contact parce qu'elle est très différente de moi et elle m'a jamais bridé, mais elle m'a toujours dit de faire attention et je pense qu'au fur et à mesure ça m'a permis de débloquer un peu comme dans les jeux vidéo là, d'abord le boss de la fin et le truc, et là je suis pas trop mal, il me reste encore quelques trucs, mais j'ai fait un gros chemin, mais grâce à elle principalement. Moi aussi, hein, c'est moi qui ai décidé et c'est moi qui ai mis en œuvre. Quand j'ai arrêté l'alcool, j'ai arrêté du jour au lendemain et ça fait 5 ans. La drogue pareil, mais voilà, on ne touche plus après. Non, moi c'est 0 ou 1. Je suis pas dans l'informatique pour rien. Hein. Je comprends. Je comprends. Chapeau. Bravo. Parce que c'est pas facile. C'est jamais fini. Ouais. Oui, c'est jamais fini. Ouais. Quel conseil t'as pour ceux qui veulent s'engager? Franchement, j'en ai pas. C'est-à-dire que, à part ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire suivre sa passion, mais ne pas se cramer. Ça, je pense que c'est vraiment le meilleur conseil. Et puis, pas oublier qu'on est de passage et que en fait, personne sur son lit de mort se dira « putain, j'ai pas assez scrollé sur TikTok », tu vois. C'est des trucs qui nous font nous sentir vivants. En fait, il faut pas se tromper. Il y en a très, très peu. Et c'est souvent dans le lien, dans les autres. Mais ça, moi, j'ai mis un temps fou. Hein. Pour moi, avant, c'était marche ou crève, te trace et puis tu verras bien. Et en fait... Dans l'environnement que tu t'es choisi, c'est... tu vois, t'es presque en contradiction, en fait, parce que tu as tellement de pression, tu vois, t'es en productivisme du rapport à l'autre. C'est pas facile de retrouver... Ouais, et puis le numérique, ça s'arrête jamais. Enfin, ça fait 25 ans qu'on est un geek, ça fait 25 ans qu'on est en veille permanente, et que, voilà. Et je suis pas encore un dinosaure. Tu nous as mentionné que tu lisais 40 livres par mois. Ouais, moyenne. Hein. Ouais, chapeau, d'abord félicitations pour commencer. Tu as quelques recos pour nous? Alors j'ai pris des cours de lecture rapide quand j'étais à la fac et ça m'a sauvé la vie. Parce que donc les romans, je les lis pas en lecture rapide, mais j'ai appris à lire vite et à beaucoup garder de ce que je lis. Ça c'est top. Je prends des notes, j'ai un système de notes où je lis, voilà. Et après, c'est ma curiosité. Je suis insatiable. C'est-à-dire que livre audio, livre papier, beaucoup de podcasts, ou en digital. Non, j'ai arrêté la Kindle, parce que j'aime trop. Tu dois avoir des grandes bibliothèques chez toi. Ouais, j'y revends au fur et à mesure parce que c'est ingérable. Sinon, j'aurais un appartement entier qu'avec des livres et je lis tout, de la socio, de la tech, de la philo, assez peu de romans, mais. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous transmettre aujourd'hui? C'est quoi ton must-read du moment? Oh là là, il y a tellement de trucs différents. Non, mais je dirais, j'en ai parlé un peu. Je pense qu'il faut qu'on lise plus. Enfin, ou que les gens qui nous écoutent découvrent Olivier Hamon. Je pense que ça, c'est... Moi, ça m'a mis une énorme claque parce que c'est tout ce que je suis pas. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai eu le culte de la performance, de la cohérence, de l'efficacité, de l'efficience. Et en fait, c'est une partie du problème, ça. Donc, le vivant, il ne fonctionne pas du tout comme ça. Bien sûr. Olivier Hamon, il nous parle de la robustesse. La robustesse, l'incohérence. Son dernier sur l'incohérence, c'était absolument incroyable. Donc, voilà, manger du Olivier Hamon et surtout appliquer. Parce que, on est un monde... Oui, c'est une... comme tu dis, derrière, il faut appliquer. Tu as des changements qui sont assez fondamentaux dans nos vies. J'ai une question finale, mais tu vas me ressortir Olivier Hamon, j'imagine. À qui tu as envie de passer le micro de Demain n'attend pas? J'interviewe des personnes inspirantes, engagées. Qui prend ta place sur cette chaise? Il y en a plein aussi. Des gens que tu n'aurais pas déjà reçus, c'est pas évident, parce que tu as reçu plein de gens. On en est pas loin de 90. Maintenant, tu l'as déjà reçu, Flore Vasseur. Flore Vasseur, je l'ai reçue. Et elle a par ailleurs gentiment accepté de faire partie d'un livre qui s'appelle Les Inspirants que j'avais publié. Et elle est fabuleuse. Et j'incite tout le monde à aller chercher son livre et à le lire. Non, je sais pas, titre et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Un François Tadei?
Je l'ai interviewé, François Tadei. Voilà. Donc, tu vois, c'est difficile. François Tadei, pour ceux qui auraient loupé l'épisode, il nous invite à réfléchir sur l'éducation de demain. Passionnant. Très bel épisode, très belle discussion, parce que tout se passe évidemment dans l'éducation, on en a parlé tout à l'heure. C'est Claude Thérosier. Ah, je note. Claude Thérosier, c'est une ingénieure de formation. Elle a monté un truc qui s'appelle Magic Maker, qui fait de l'apprentissage du code pour les enfants. Elle a failli se cramer en faisant ça, et maintenant elle est coach et facilitatrice en intelligence collective. J'ai déjeuné avec elle il n'y a pas longtemps, et j'aurais dû mieux la connaître bien avant, parce que je pense que ça te plairait. Ouais, et puis c'est super intéressant parce qu'on en revient au monde de l'éducation et de l'enfance en fait avec elle. Et du code considéré comme un langage d'apprentissage. Super, Fred, merci. Avec merci plaisir. Beaucoup, c'était hyper riche. Merci pour tes enseignements sur de geek, de geek responsable. Merci pour ton regard sur nos enjeux. Et puis, on va tous, derrière cet échange, aller voir de plus près et Simplon et Joint Forces. Et puis j'ai hâte de voir les premières coalitions qui sortent et de voir comment chacun à notre échelle on va pouvoir les soutenir. Merci pour ce que tu fais, merci pour le livre et pour le podcast. Merci.